Le Pen, une dynastie politique, une saga familiale avec le père Jean-Marie, la première épouse, la deuxième épouse, les trois filles dont Marine Le Pen, candidate à la présidentielle française. Il y a aussi la petite fille, Marion Maréchal Le Pen. C'est tout un pan de la vie politique française et leur fief, c'est donc Montretout. Bonsoir Olivier Beaumont. Bonsoir. Et donc vous êtes grand reporter au Parisien aujourd'hui en France et l'auteur de ce livre, Dans l'enfer de Montretout, paru chez Flammarion. Alors pourquoi vous focalisez sur cette demeure des Le Pen, cet hôtel particulier, donc cet enfer de Montretout? Parce que c'est vrai que ça fait 30 ans, 40 ans même qu'on entend parler de cette maison de Montretout. Et les Le Pen, on leur a souvent collé le surnom des Grimaldi de Montretout et Marine Le Pen la Châtelaine de Montretout. Ses opposants la qualifiaient souvent de ce surnom-là. Et c'est vrai que j'ai voulu pousser les longues grilles en fer forgé de cette demeure qui est dressée sur le rocher de Saint-Cloud, juste à côté de Paris, de l'autre côté de la Seine, et qui depuis 40 ans maintenant héberge ou a hébergé toute cette saga familiale et politique qui n'a pas d'équivalent pour moi dans la classe politique française. Et cette maison, c'est le lieu de la famille Le Pen, avec 3 générations, Jean-Marie, Marine et Marion, mais c'est aussi le lieu de la politique, puisque les bureaux de Jean-Marie Le Pen, ils sont toujours actuellement dans cette maison, au premier étage de la maison. C'est là où Marine Le Pen, elle s'est façonnée à l'ombre du père, et là aussi où Marion, elle a grandi, où elle a vu tout le banc et l'arrière-ban défiler dans cette maison. Et puis c'est aussi le lieu de l'argent du Front National, puisque le siège de Cotelec, le bras armé financier qui finance encore la campagne de Marine Le Pen aujourd'hui, se trouve dans cette maison. Donc pour moi, Montretout, c'est un personnage à part entière de l'histoire du Front National et c'est un personnage à part entière de la famille Le Pen. Mais alors vous parlez quand même d'un enfer. Alors c'est un enfer quand même très confortable. Pourquoi un enfer pour la famille? Alors l'enfer, il y a un petit jeu de mots parce que Jean-Marie Le Pen, on l'a toujours qualifié le diable de la République. Donc je joue là-dessus. Et pourquoi l'enfer? Parce que finalement, au fur et à mesure de cette enquête, je me suis rendu compte que tous ceux qui sont passés par cette maison, en fait, n'en gardent pas un bon souvenir. Et toutes les filles, toutes les femmes de cette maison ont toujours à un moment donné voulu fuir cette maison. Et parfois elles sont revenues, parfois elles sont reparties. Et il n'y a que Jean-Marie Le Pen qui est toujours resté, même s'il ne vit plus aujourd'hui dans cette maison. Il a gardé ses bureaux. Mais voilà, c'est une maison, c'est de toutes les transgressions de cette famille. On s'aime, on se déteste, on se rabiboche, les portes claquent. Et voilà. Et quand on interroge Marine Le Pen sur Montretout, elle dit c'est pas mon histoire, je veux pas en entendre parler. C'est une maison qui a vraiment traumatisé beaucoup les filles Le Pen. Oui, on a l'impression que c'est un Dallas à la française. Il y a aussi cette position stratégique. C'est vrai que vous dites qu'en fait, Montretout, ça toise Paris et qu'il y a cette espèce de distance entre les Le Pen et le reste du monde. Elle en dit monde. Elle en dit beaucoup, en effet, sur la position de ce qu'est aujourd'hui le Front National, ce qui a toujours été, en fait, par rapport au système, au pouvoir central. La maison est située de l'autre côté de Paris, juste de l'autre côté de la Seine, et comme l'est donc elle est en dehors de la capitale, juste à côté. Donc, comme l'est le Front National, finalement, qui est un parti en dehors du système depuis maintenant 40 ans, et un peu rejeté comme ça. Et c'est géographiquement parlant, topographiquement parlant, cette maison, elle dit beaucoup de ce qu'est le Front National et les Le Pen. C'était l'occasion aussi de revenir sur toute leur histoire, alors parfois très connue en France, cet attentat dont la famille a été victime, cette arrivée, cet héritage un peu étonnant Oui. donc avec Montretout, la fameuse histoire de Playboy, de lui. Vous vouliez vraiment... Qu'est-ce que ça dit de la famille Le Pen, ces anecdotes? Ça dit le fil conducteur, et ça c'est frappant quand j'ai interrogé quasiment tous les protagonistes déjà de cette famille, mais ceux qui sont passés par cette maison et qui y passent encore, c'est que c'est un lieu où il y a beaucoup de violence en fait. Et il y a violence familiale, la violence politique, il n'y a pas de violence physique, mais c'est vraiment, ça dit beaucoup de ce qu'est cette famille et la conception du pouvoir de Jean-Marie Le Pen, et même encore aujourd'hui de Marine Le Pen, qui finalement reste un pouvoir qui est très, très clanique, très autocentré, très tourné sur le culte du chef. Et d'ailleurs, Montretout, de par sa situation, je reviens sur la situation géographique, qui est dressée comme ça en hauteur, il y a une conception très, très monarchique finalement. Et du temps de la présidence de Jean-Marie Le Pen, quand les gens allaient à Montretout, on montait à Montretout comme on allait voir le roi, comme on était reçu par le pape. Et Marine Le Pen, elle a cultivé ça aussi bien après, quand elle aussi était présidente du parti et qu'elle habitait encore dans cette maison. Mais il y avait une vraie importance politique de Montretout, parce que vous Oui, dites que c'était le bureau. C'est le bureau, c'est là où se sont tenues toutes les réunions stratégiques du Front National pendant toute la présidence de Jean-Marie Le Pen.
c'est-à-dire la commission d'investiture et la commission exécutive. Ce sont les deux instances les plus importantes, les plus stratégiques du Front National. Et bien que le siège du Front National a longtemps été au paquebot, donc à Saint-Cloud, à quelques centaines de mètres plus bas de la maison, toutes les réunions se tenaient à Montretout. Et Jean-Marie Le Pen, en fait, et c'est aussi pour ça d'ailleurs que Pierrette, son ex-épouse, a fini par partir à un moment donné, c'est que dans cette maison, c'est la politique matin, midi et soir. Ce qui explique aussi donc tous ces départs, et notamment les départs des filles. C'était important de les rencontrer, d'avoir leur ressenti. Mais oui, qu'elles nous racontent justement pourquoi finalement elles n'ont pas aimé Montretout. Et en fait, à travers le départ de Montretout, c'est la rupture avec le père. Quand Marie-Caroline, l'aînée des filles, claque la porte de la maison à la fin des années 90, c'est parce qu'elle est en rupture de banc politique avec Jean-Marie Le Pen et elle décide de rejoindre le clan de Bruno Maigret, le félon qui décide de faire sécession avec Jean-Marie Le Pen. Et quelques années plus tard, quand Marine Le Pen elle décide en septembre 2014, elle aussi, de quitter Montretout, c'est parce que quelques semaines auparavant, il y a déjà eu à nouveau un épisode avec les déclarations sulfureuses de Jean-Marie Le Pen dans Rivarol, où il réitère ses propos sur Pétain et sur les chambres à gaz, et elle commence elle condamne ses propos, mais la vraie rupture symbolique et physique, je dirais même avec le père, se fera par le départ de cette maison. Oui, mais alors vous dites que ce départ s'explique aussi pour l'histoire de chat qui a été tué par les chiens. Ça a été la goutte d'eau. Alors pour le coup, est-ce que c'est pas une vision un peu par toute petite lorgnette? Voilà. Mais ça dit tellement beaucoup. Ça dit c'est une famille c'est une famille qui a toujours été dans le mélange des genres entre le personnel et le politique. Jean-Marie Le Pen, il a tout exposé de sa vie. On a plein de photos de lui dans les magazines, photos papier glacé, où la maison a toujours été ouverte aux caméras. Il a toujours été dans le mélange des genres en permanence. Et d'ailleurs, même les soirées électorales, le second tour de l'élection présidentielle de 2002, lorsqu'il est qualifié, se passe à Montretout. Mais alors, on va revenir sur cette histoire. C'est vrai que vous expliquez que, pour faire courte, Jean-Marie Le Pen est plutôt chien, Marine Le Pen est plutôt chat. Jean-Marie Le Pen, il est chien, donc... il n'aime que les chiens de race. Hein, c'est ce qu'il dit pour son affection pour les Doberman. Alors, il n'y a plus de Doberman aujourd'hui, ce sont deux bâtards, deux gros molosses. Et c'est vrai, ce qui va causer le départ, la goutte d'eau qui va causer le départ de Marine Le Pen, c'est en effet, elle est très, très chat. C'est une femme à chat, comme elle dit. Elle serait même prête à tout plaquer pour faire un élevage de chats. Et il se trouve qu'un de ces chats, l'été 2014, se fait tuer pendant qu'elle est en vacances en Espagne et que les animaux sont restés à Montretout. Il se fait tuer par les deux chiens de Jean-Marie Le Pen, sergent et major, et elle apprend ça, elle est en vacances, et là, du coup, elle décide, je m'en vais, c'est fini, et elle claque la porte. Mais alors, il n'y a pas un risque aussi de pipolisation encore plus de la politique, justement, s'intéressant à la vie familiale, amoureuse, animalière? Oui, mais en même temps, la pipolisation, aujourd'hui, je pense qu'on l'a dépassée avec les réseaux sociaux, en plus, on est dans une élection présidentielle où on est beaucoup dans l'humain aussi, les gens, ils ont envie de savoir à qui ils ont affaire, et je pense qu'en racontant l'histoire de cette saga politique à travers le prisme de cette maison, ça permet de mieux comprendre et de mieux cerner quelle est la personnalité de Marine Le Pen, où j'explique d'ailleurs, qui n'est pas forcément, elle a longtemps été décrite comme la châtelaine de Montretout, mais son rapport à l'argent est aussi très, très compliqué, parce que quand on se rend compte, elle habitait dans les dépendances à la fin de ses années à Montretout, finalement c'est pas très entretenu, c'est plutôt chiche, c'est des meubles Ikea, et même elle d'ailleurs, sa façon de s'habiller, c'est très simple, c'est très classique, donc ça dit aussi à elle de son rapport à l'argent, son rapport à la politique, je reviens vraiment là-dessus. Et puis, ce sont des gens qui cloisonnent énormément et qui sont dans la personnification à outrance de la politique. Mais on n'est pas passé dans la communication politique parce qu'à un moment, effectivement, elle s'est montrée, et vous le rappelez, avec ses chats pour montrer que c'était une mère à chat, comme elle dit. C'est vrai qu'elle a voulu essayer de jouer là-dessus. À un moment donné, il y a quelques mois, on parle de cette fameuse France apaisée, et en mettant sur son blog les photos d'elle avec ses chatons et tout ça. On voit aujourd'hui que ce concept-là, il est vite rattrapé par la dureté de son discours politique depuis quelques jours, puisqu'on voit qu'elle est rattrapée par les affaires, elle aussi, comme François Fillon, notamment dans le cadre de l'affaire sur les assistants parlementaires européens, et elle aussi, comme François Fillon d'ailleurs, on voit qu'elle muscle son discours en revenant sur les fondamentaux du FN, c'est-à-dire en opposant, elle, la candidate qui serait contre le système qui cherche à l'abattre, et donc puisque tout le monde est contre moi, votez pour moi, on est clairement dans le b.a.-ba du populisme. Et c'est vrai que cette conception de la France apaisée, on l'a beaucoup perdue depuis quelques jours dans la campagne de Marine Le Pen. Alors justement, vous pourriez vous intéresser à une autre famille dont on parle beaucoup en ce moment, la famille de François Fillon, Pénélope, ses enfants. Là, ils sont sous le feu
des projecteurs. Vous qui suivez pour le quotidien parisien aujourd'hui en France cette campagne, notamment de la droite, comment vous expliquez justement l'attitude de François Fillon? Vous étiez à son meeting J'étais à son meeting encore hier et c'est vrai qu'il y avait plus de 3000 personnes à Nîmes, dans un grand gymnase qui était chauffé à blanc pour défendre François Fillon. Donc ça c'est un peu étonnant quand on voit le contexte aujourd'hui, déjà sa situation, il va être mis en examen dans quelques jours et on voit les défections en cascade qui tombent depuis maintenant 48 heures dans sa campagne, mais malgré tout il tient bon et on voit qu'il y a une certaine base à droite qui continue de soutenir, de supporter François Fillon. Il ne faut pas oublier que François Fillon, il a été élu dans le cadre d'une primaire qui a mobilisé plus de 4 millions d'électeurs au second tour et que lui, il a fait 66%. Donc c'est comme la validation d'un projet, dit-il, d'une personnalité. Et voilà. Et lui, il s'en remet à la légitimité de ce scrutin-là aujourd'hui. Et je pense aussi que chez François Fillon, il y a un peu une part de déni par rapport à la situation qu'il est ou la perception qu'ont les Français de cette situation qui les choque peut-être un peu par rapport au fait qu'il ait pu embaucher sa femme et ses enfants. Et bon, voilà, il a fait amende honorable en disant qu'on ne l'y reprendra plus. Mais bon, voilà, toute la difficulté de François Fillon aujourd'hui, c'est d'arriver à tenir dans cette campagne. Il joue la montre clairement puisque la date limite des dépôts des parrainages, c'est très bientôt, c'est le 17 mars. Et d'ici, j'arrive à tenir ce cap-là, on ne pourra plus m'empêcher d'être candidat, mais encore faut-il qu'il puisse tenir jusque-là. Et là, vous avez pu discuter avec lui qu'est-ce Oui. qu'il vous a dit? Ah bah là, clairement, hier, je l'ai à un moment donné, dans ce déplacement, j'essaie de l'interpeller malgré tout sur ce qui se passe. Est-ce qu'il a conscience de ce qui se passe? Et il m'a répondu vraiment, mais les yeux dans les yeux et fermement en me disant mais n'écoutez pas ce qu'on dit, tout ça c'est des bobards et moi je tiens, ma base mon socle est dur et vous verrez, mon pointant du doigt, vous verrez, je gagnerai. Il est vraiment très affirmatif et quand on lui pose la question mais et par rapport à tous ceux qui partent, comment vous allez faire? Lui il répond, et ben on fera sans eux. Et voilà. Voilà la réponse de François Fillon, donc vous avez rencontré hier. C'est vrai qu'on parlait de cette saga familiale que vous évoquez donc dans l'enfer de Montretout avec les Le Pen. On a vu cette saga familiale. Est-ce que ça veut dire que là, la politique française est en train de changer? On ne va plus pouvoir mélanger famille et politique? On voit en tout cas aujourd'hui qu'il y a une vraie intransigeance chez les Français, puis qu'il y a un devoir de transparence qui a été levé au lendemain de l'affaire Cahuzac. Donc depuis maintenant quelques années, il y a une exigence de probité, de transparence et de vérité de la part des hommes politiques quand ils se présentent face au suffrage des Français. Qui plus est, quand c'est pour la fonction suprême, il faut être irréprochable. Et visiblement, dans ces agissements passés, il y a certaines questions qui se posent sur les comportements de François Fillon et ça choque les Français. Et pour certains, en tout cas, ils veulent lui faire payer dans les urnes. Merci Olivier Beaumont d'avoir été le grand témoin de 64 minutes. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Dans l'enfer de Montretout, aux éditions Flammarion.